Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. On se retrouve pour le premier zap de la semaine. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index à 33, toujours dans la peur. Malgré ces quelques jours dans le vert, la confiance reste bien basse sur les marchés crypto. Du côté des marchés US, malgré les paroles pas rassurantes de Powell, la semaine dernière, le sentiment global est plutôt greed. Aujourd'hui, à 60. Comme chaque lundi, voici les noms des grands gagnants tirés au sort hier soir en live sur Twitch. Le premier gagnant de la soirée a été Sans Vision avec le NFT numéro 249. Monsieur de la Jungle remporte le numéro 250. Le 251 revient à Xavier Catroux. Le 252 est remporté par Ménélique. David Birotard repart avec le numéro 253 et Maklika qui est notre dernier gagnant avec le NFT numéro 254. Merci à tous les participants dans les commentaires et surtout à toutes les zappeuses et zappeurs qui nous rejoignent chaque dimanche. Aujourd'hui est un grand jour pour le Zap Crypto. Je vous donne rendez-vous sur Twitter pour le tout premier giveaway en collaboration avec un autre projet. Alors c'est pas vraiment une sponsor, je ne suis pas payée pour en parler, mais ils m'ont proposé de faire gagner 3 NFT à la communauté de zappeurs et zappeuses pour la sortie imminente aujourd'hui de leur MMORPG sur Discord. Ce projet du nom de Human Divergence sera un role-playing game immersif basé sur la blockchain avec un univers post-apocalyptique développé avec la communauté. Ils sont aidés par des grands de l'écosystème comme Pirates Labs pour lever des fonds et développer un gameplay plus poussé. Je vous mets le lien du tweet juste ici, là, tout là-haut, et voici un petit trailer. Pour participer, pas besoin de TACB ni de KYC. Tu as juste à follow Human Divergence et moi au passage, si ce n'est pas encore fait. Likez, RT le tweet, rien de folichon jusqu'ici. Et ultime manip, attention à la tendinite au bras, rejoindre leur Discord. Petit disclaimer, au passage, faites attention aux liens qui sont partagés sur les Discord en général, qu'ils soient hyper connus ou non, on n'est jamais à l'abri d'un connard. Sachez en tout cas que participer, c'est aussi apporter du soutien à la chaîne, le but étant d'attirer de gros annonceurs dans le futur pour faire croître davantage la chaîne et à terme pouvoir retirer les pubs sur YouTube par exemple. Mais pour ça, j'ai aussi besoin de vous. C'est un travail d'équipe, plus il y aura d'interactions et plus la chaîne deviendra attrayante. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le projet, vous trouverez tous les liens en description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et un grand merci à ceux qui joueront le jeu. Je peux enfin vous laisser à votre vidéo. Installez-vous confortablement. Le zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve demain pour un nouveau zap. C'était Zap Crypto. Je voulais vous parler tout de suite de l'affaire, la plus grosse affaire de ces dernières 24 heures. On va parler de FTX, de Binance et de Alameda, donc le fonds on va dire d'investissement lié à FTX parce qu'ils ont le même propriétaire avec Sam Bankman-Fried. On va l'appeler SBF dans la suite de la vidéo pour faire plus court. C'est un milliardaire de la crypto. Et pour donner un peu de contexte à tout ça, il faut savoir que FTX c'est un exchange qui marche de plus en plus. Ils ont levé énormément d'argent, ils sont valorisés à des milliards et des milliards. Et Binance était un investisseur de FTX. Binance avait investi dans cette société et finalement ils ont quitté la société, ils ont repris leurs gains, ils ont pris des actions, enfin ils ont pris de l'argent lors dans une dernière levée de fonds d'FTX, ils sont sortis complètement parce que voilà, il y avait des problématiques de plein de choses en fait, il y avait un peu des conflits d'intérêts et d'autres choses et du coup Binance s'est retiré d'FTX. Et depuis ils sont en concurrence assez frontale, les deux sociétés. Il y a quelques jours, vous avez publié cette affaire autour d'Alameda, qui est, je l'ai dit, le fonds d'investissement de SBF, qui aurait une gestion un peu, on va dire, hasardeuse des fonds, ou plutôt ils ont un bilan qui est assez inquiétant parce qu'en fait ils ont des milliards et des milliards et des milliards et l'écrasante majorité ou la majorité de tous les tokens FTT. Les tokens FTT, c'est les tokens utilités, les tokens liés à l'exchange FTX. Donc c'est assez bizarre qu'ils aient autant de tokens. Ils ont plus de
plus de 5 milliards de dollars de tokens FTT, sachant que la capitalisation totale de FTT à date, c'est de l'ordre de 3 milliards. Donc c'est très inquiétant. Ils ont en fait la quasi-totalité des tokens qui existent de FTT. Et pourquoi ça pose problème ? Parce que on le sait bien, FTX ils offrent un certain nombre de rendements intéressants sur les crypto-monnaies. Vous pouvez stocker vos cryptos, avoir des intérêts de l'ordre de 8%, je pense, jusqu'à une certaine somme qui est plus élevée que sur Binance pour vos investissements. Mais certains pensent que la chute en fait de Alameda, si jamais le cours du token FTT baisse en dessous d'une certaine somme, eh ben ça pourrait entraîner aussi la chute de FTX et d'un certain nombre d'autres plateformes, comme on a pu le voir avec la chute de Three Arrows Capital, de Celsius, etc. Donc les gens, ils sont en train de craindre en fait un scénario similaire à ce qui est arrivé aux géants, on va dire il y a quelques mois, qui se sont effondrés. Et suite à ces révélations autour de tous les tokens tous les tokens FTT qu'a Alameda, eh ben CZ, le président de Binance, le fondateur de Binance, vient d'annoncer qu'ils allaient vendre une énorme quantité de FTT. Ils ont dit en fait suite à la vente de nos parts dans FTX l'année dernière, on a reçu 2,1 milliards de dollars en BUSD et en FTT. Donc les BUSD c'est le stablecoin de Binance, le FTT c'est le token de FTX. Et que suite aux dernières révélations, ils précisent pas les révélations en question, mais c'est les révélations autour de la quantité énorme de FTT possédée par Alameda, eh ben ils ont décidé de vendre tout leur FTT. Ils ont dit pour ne pas trop faire baisser le marché, on va faire ça doucement, on va faire ça sur plusieurs mois et on va continuer à vendre les FTT régulièrement pour faire baisser tout ça, et par souci de transparence, on a préféré vous le dire. Le quatrième chef d'accusation, c'est celui qui porte sur le fait qu'il manipule le marché. Alors, très rapidement, là, je vous renvoie à la vidéo qu'a faite directement en fait BitBoy Crypto, où il montre, c'est pas des preuves, mais il montre des graphiques où on voit des pump and dump. Tout simplement, ce qu'il faut retenir dans l'idée, c'est que là, tout à l'heure, je vous ai dit que Sam Bankman-Fried avait 48 entreprises crypto. Vous pensez bien que certaines peuvent créer des délits d'initiés. Délits d'initiés, c'est quand vous connaissez des informations avant tout le monde. C'est très, très, très grave en fait. Et par exemple, il possède une boîte Alameda qui est une société d'investissement. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une société d'investissement qui investit dans les cryptos en early, beaucoup plus early que nous. Donc, elles font des investissements comme ça. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi, c'est-à-dire que là, Sam Bankman-Fried possède cette société d'investissement crypto et en même temps, il possède une plateforme d'échange qui va lister des cryptos. Vous voyez bien, là, j'ai même pas besoin de décrire en fait qu'il y a un problème. Il y a un problème de conflit d'intérêts, c'est énorme. Et en plus, il y a d'autres dossiers. Il y a des dossiers encore plus troubles. Mais là, je me permets pas de parler parce que déjà la vidéo est trop longue. Et puis, je pense que vous avoir dit l'essentiel. C'est à vous de creuser après. Donc, tout simplement, je suis en train d'amorcer quoi ? La conclusion. Alors, dans la conclusion, moi, je vous ai dit tout à l'heure, dans l'introduction, suspension de jugement. Là, je suis pas c'est pas Sam Bankman-Fried, la personne en soi. Il peut être vraiment quelqu'un de bien qui veut faire le bien, mais qui peut-être, par le simple fait qu'il soit un entrepreneur, avec une telle responsabilité, avec de tels moyens, que c'est peut-être très facile de dériver. Et puis en plus, il est très jeune, 30 ans, vous imaginez ? Enfin, je veux dire, on est tous immatures. Moi, je pense qu'on est immatures jusqu'à ses 60 ans. Donc, lui, ça doit être encore pire, surtout avec notre génération. Et puis aussi, il peut souffrir aussi du fait de l'apologie. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est très typique de notre époque. Là, je suis désolée, je fais des extrapolations, mais je le vois un peu avec les réseaux sociaux, etc., les influenceurs. On donne beaucoup trop de pouvoir aux personnes en général et peut-être qu'il est victime de ça, en fait. Il y a un moment où on prend le melon. Le mec, il doit être en train de délirer. Tout le monde doit lui faire des courbettes parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a du pouvoir et il doit plus savoir faire la part des choses. Et puis peut-être que oui, humainement, il est intéressé par l'idée de philanthropie. Peut-être que vraiment, il veut faire bien les choses, mais qui a la partie en lui qui est entrepreneur et qui maintenant il n'a plus le choix en fait, il est guidé par l'intérêt des profits, par la recherche du profit, et en l'occurrence ça peut faire ça peut nous pousser à faire de mauvaises actions.
En 2015, le youtubeur derrière la chaîne YouTube How to Make Everything s'est lancé le défi de se faire un sandwich en faisant tout de A à Z. Il a fait son pain, il a créé son propre jardin pour les légumes, il a fait macérer ses cornichons dans de l'eau de mer qu'il est allé chercher lui-même, il a traité lui-même la vache pour avoir le fromage ensuite, il a tué le poulet, enfin bref, vous avez compris le délire. Ça lui a pris à peu près 6 mois et coûté plus de 1500 € pour faire son propre sandwich qui apparemment était, selon ses dires, pas mal, mais pas ouf. It's not bad. That's about it. It's not bad. Alors qu'à la boulangerie, on a juste à y aller et on peut en acheter un pour 3 à 5 €. Et là, vous vous dites, mais Iril, t'as pété les plombs, de quoi tu nous parles? Eh ben en fait, j'ai l'impression que dans le monde de la blockchain, on est un petit peu arrivé à cette phase que j'ai appelée le stade du sandwich. Il y a absolument personne qui l'appelle comme ça, mais bon. À notre époque, c'est impensable de faire son sandwich tout seul de A à Z. Il y a des spécialistes dans chaque domaine, dans le pain, dans la viande, dans les légumes, et on a plein de microservices qui s'assemblent pour proposer au consommateur son sandwich. Mais dans la blockchain, les développeurs sont encore en train de faire tout leur sandwich tout seul de A à Z. Ils créent tout, doivent tout gérer et ça pose clairement plein de problèmes. Mais actuellement, on a un nouveau narratif qui est en train d'arriver dans l'écosystème où le sandwich peut être divisé et où les développeurs peuvent seulement assembler les meilleures pièces de leur puzzle pour créer le produit le plus qualitatif possible. Aujourd'hui, on parle du narratif des blockchains modulaires, un tout nouveau paradigme dans l'écosystème crypto et du projet Celestia. La vidéo risque d'être un peu longue, donc installez-vous bien, prenez un petit café et c'est parti. La base, la blockchain modulaire. Alors en termes d'actualité, vous le savez, Solana, c'est pas un projet forcément, j'ai failli vendre ma ligne en plus dans mon portefeuille. Il y a une actualité, il y a un news flow qui est très très positif et bizarrement les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules et là c'est intéressant parce que Solana s'envole grâce à une annonce de Google et là c'est hyper intéressant, c'est que Google a fait des annonces autour d'Ethereum, ils allaient mettre en place un nœud de validation et là c'est des échanges entre Google Cloud et le patron de Solana et ça y est, il l'annonce, Google va lancer un nœud de validateur pour participer à la validation du réseau, exactement comme ils l'ont fait avec Ethereum, ils vont le faire avec Solana. Bien évidemment, c'est une très très bonne nouvelle pour Solana, mais de manière générale, ça veut dire que Google de plus en plus vient de plus en plus dans le monde des crypto-monnaies, dans le monde en particulier des nœuds de validation en proof of stake. Donc là, c'est hyper intéressant pour Solana en particulier, ça redynamise ce token, clairement qui était en train de passer aux oubliettes, même s'il fait partie encore des très très gros projets. MEV-Boost, le logiciel star de Flashbots qui se positionne entre les builders et les validateurs, est utilisé par une très très grande partie du réseau. Et malheureusement, comme Flashbots est une société américaine, pour éviter de graves sanctions pouvant aller jusqu'à des peines de prison, ils ont été obligés de se plier aux exigences de l'OFAC, c'est-à-dire exclure tout bloc comportant des transactions qui sont passées par le mixeur Tornado Cash. Là aussi, pour que vous compreniez bien ici de quoi on parle, sur les dernières 24 heures, environ 73% des blocs sur Ethereum ont été construits en utilisant MEV-Boost. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi Flashbots domine à ce point le marché. Eh bien tout simplement parce que ce sont les meilleurs à l'heure actuelle. En utilisant MEV-Boost, vous augmentez considérablement vos revenus. Stéphane Gosselin, le fondateur de Flashbots, en parlait dans cette vidéo en comparant des blocs avec et sans leur outil. La différence est frappante. Avec MEV-Boost, un validateur Ethereum peut gagner presque 3 fois plus en faisant exactement la même chose. Donc automatiquement, cette utilisation massive du logiciel de Flashbots se répercute sur les réseaux Ethereum. Comme on peut le voir sur ce site MEV-Watch, environ 65% des blocs sur Ethereum depuis The Merge ont donc censuré intentionnellement des transactions non conformes au regard du gouvernement américain. Et on voit sur cet autre graphique que la tendance ne va clairement pas en s'améliorant. Alors ici, soyons précis, pour le moment on parle juste, si je puis dire, de blocs OFAC et non OFAC. Si vous avez des Ethers qui sortent de Tornado Cash, vous allez peut-être devoir attendre un peu plus longtemps pour voir votre transaction validée, mais elle passera à un moment donné dans un bloc validé par un nœud n'utilisant pas MEV-Boost, tout simplement. Par contre, la situation deviendra vraiment problématique si les builders ou les validateurs Ethereum passent à l'étape suivante, c'est-à-dire refuser de se lier à un bloc sale. Dans ce cas-là, on aurait 2 chaînes distinctes. Pour le moment, à ma connaissance, ce n'est pas encore arrivé, mais ce serait catastrophique pour le réseau. Le gros problème est donc aujourd'hui la grosse domination de Flashbots sur le marché. Eux-mêmes le déplorent, ils ont donc décidé de rendre une partie du code de leur logiciel open source. C'est sport, avouons-le. En gros, ils tendent une main à la concurrence pour les aider à rattraper leur retard. Et passons tout de suite
à l'information majeure, je trouve, du jour. C'est Vitalik qui vient de publier la roadmap du réseau Ethereum. La nouvelle roadmap, c'est la mise à jour. J'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Je détaillais en détail cette roadmap. Cette fois, il y a eu des mises à jour. Donc, en fait, l'image actuellement, elle est pas très lisible. Il faut zoomer et voir les diverses étapes pour bien comprendre tout ça. Donc, on rappelle, on a The Merge qui a eu lieu principalement, mais il reste quelques mises à jour à réaliser sur The Merge. Mais bon, le plus gros a été fait, donc c'est l'étape là qui est en place avec plus de proof of work. Les petits checks que vous voyez ici, ça veut pas dire que c'est réalisé, ça veut dire que c'est des mises à jour, on va dire, importantes du réseau, des points, on va dire, comme The Merge, on va dire comme l'événement qui a eu lieu, des points importants vraiment nécessaires et essentiels à la roadmap d'Ethereum. Et on a ensuite The Surge, on en a déjà parlé, pas de gros changements à ce niveau-là, ça reste avec l'objectif d'augmenter drastiquement le nombre de transactions sur le réseau Ethereum, passer à l'ordre de 100 000 transactions par seconde et même plus avec les roll-up. Ils ont aussi une nouvelle étape qui est apparue, qui s'appelle The Scourge. The Scourge, c'est toujours des noms bizarres sur Ethereum. Là, l'objectif, c'est vraiment de limiter et de pouvoir vraiment assurer que l'ensemble des transactions sur le réseau Ethereum puissent être envoyées sans aucune censure. Donc, c'est bien sûr en réaction à ce qui a été fait avec tout ce qui est autour de la MEV, la Maximal Extractable Value. Donc toutes les affaires de Flashbots, etc., qui font qu'il y a un certain nombre de transactions qui sont désormais censurées par un certain nombre de validateurs sur le réseau Ethereum, ou plutôt des relais sur le réseau Ethereum, parce qu'ils respectent en fait les sanctions mises en place par les États-Unis, et qui fait que par exemple vous pouvez plus on va dire facilement interagir avec Tornado Cash ou des entités qui sont sous sanction des États-Unis facilement sur le réseau Ethereum, ou plutôt c'est ralenti actuellement et il y a un risque vraiment de censure à ce niveau-là. Donc ils sont en train de mettre en place vraiment des protections pour limiter tout ça et s'assurer que toutes les transactions sur le réseau ne puissent pas être censurées ou que ça soit extrêmement difficile. Donc ça c'est vraiment la première mise à jour, enfin le premier changement majeur de cette roadmap, ça passe vraiment comme un élément essentiel. On a aussi The Verge, ils ont juste un peu changé, renommé tout ça, et surtout le goal, l'objectif a été légèrement changé. Avant c'était focalisé sur les Verkle Tree, donc un truc un peu compliqué. Là ils simplifient les choses et l'objectif c'est de pouvoir vérifier simplement les blocs de manière extrêmement facile. Donc c'est avec des technologies de type Snark, donc c'est des choses qui c'est des mécanismes cryptographiques très innovants qui font que ça sera tout simplement facile de valider l'ensemble des blocs sur le réseau Ethereum, alors qu'actuellement c'est quelque chose qui est assez compliqué, assez lourd à réaliser. The Purge, on en a déjà parlé, c'est éliminer toute la dette technologique du réseau Ethereum et on va dire voilà l'historique, enfin on va dire tous les nœuds ne stockeront pas l'ensemble de l'historique du réseau Ethereum après The Purge plutôt, et le dernier point c'est The Splurge, c'est un peu un fourre-tout beaucoup de mises à jour différentes qui sont mises sur The Splurge, et on va pas rentrer en détail sur chacun, honnêtement il faudrait une vidéo de 45 minutes je pense pour détailler l'ensemble de ces points. Une blockchain modulaire va pouvoir apporter sa solution à plein de projets et créer un environnement collaboratif avec beaucoup moins de compétition. Si vous prenez l'exemple d'Ethereum, c'est à la base une blockchain qui est monolithique sur laquelle on a greffé un layer 2. Le layer 2, c'est rien d'autre qu'une couche d'exécution qui va s'occuper du traitement des transactions et ajouter cet aspect modulaire à Ethereum, puisque tout ne sera plus traité au même endroit. Et vous avez vu à quel point les layer 2 ont énormément aidé Ethereum. En gros, il y a les voitures qui construisent toutes leurs pièces elles-mêmes et il y a les voitures qui vont chercher le châssis chez un certain producteur, le moteur chez un autre pour assembler sa voiture de manière modulaire, sans avoir à tout faire, à tout optimiser, mais juste en tirant parti des meilleurs aspects de chaque composant. Faut être naïf pour croire qu'Elon Musk sera totalement neutre. Un gars qui s'amuse à faire pumper les... Mais moi je pense que ça l'éclate, mais je pense qu'il fait pas ça pour gagner de l'argent. La vraie question c'est, est-ce qu'il va être neutre ou non, ou est-ce qu'il va améliorer la plateforme Twitter? C'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, on en revient à la question d'avant. Parce que moi, je pense qu'Elon Musk ne sera pas un mauvais CEO pour Twitter. C'est-à-dire qu'il va réellement se battre pour la liberté d'expression, et je pense qu'il y a vraiment un sujet. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme, attention, hein. Moi, je trouve qu'Elon Musk est un terrible influenceur. Un terrible bonhomme sur Twitter, à parler des marchés, de ci, de là, donner son avis. Je pense même qu'en tant qu'être humain, je pense qu'il est en partie déséquilibré. C'est un fou furieux, il est vraiment focus sur ses tâches, c'est un entrepreneur de génie. J'estime que dans l'équation qu'est le monde et la vie, on a besoin de fous furieux comme lui pour débloquer et pour unlock des hauts faits. Moi, je parle un peu comme un mec qui joue à World of Warcraft, mais vous avez compris l'idée. Aller sur Mars, d'accord ? Faire ratterrir une fusée.
Je le fais une 3e fois pour que vous compreniez ou pas? C'est un fou furieux. Il est complètement barge. Et pourtant, il l'a fait. Moi, je pense que je suis pas comme ça. Je suis trop un mec tigeant, tu vois. Quand on gère un business, on doit prendre des décisions qui sont dures, on doit être skin in the game. Et lui, c'est un mec week-end et jours fériés depuis toujours. Genre, il a mis toute sa vie de côté pour ces trucs. Mais genre, lisez son bouquin, c'est un fou furieux. Ce que je veux dire, c'est que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit sortir de tout ça. Quand on pose la question, est-ce qu'Elon Musk est un bon CEO pour Twitter? Eh ben écoutez, je suis pas capable de vous répondre aujourd'hui, mais je pense que non, il n'utilisera pas Twitter comme une arme abusive, dans le sens où déjà c'est pas un média, il y a une différence entre gérer Forbes et gérer Twitter. Et ensuite, je pense que le jour où il abusera, tout le monde lui dira, c'est vraiment ça pour toi la liberté d'expression? C'est Twitter, c'est un haut-parleur et tu cries dedans? Donc j'en sais rien. Écoutez, je pense que ce n'est pas une si mauvaise chose. Do Kwon, le fondateur le plus connu du monde, qui aurait volé plusieurs centaines de milliards de dollars avec le cours du Luna, il est a priori en Europe. Et ce petit fou, il a posté des tweets assez provocants en écrivant « Pour ceux d'entre vous qui ont répandu des mensonges aux frais des contribuables, vous êtes invités avec les honneurs VIP. Je paierai moi-même votre billet d'avion. Montrez-vous si vous osez. » Bien sûr, il en a rajouté une couche en mettant un petit piou-piou en dessous, mais malheureusement, il n'a pas annoncé d'arguments concrets qu'il innocenterait, donc ce sera aux tribunaux de le juger, une fois que les flics du monde entier l'auront chopé, évidemment. Quels sont les usual suspects, justement, sur qui pourrait probablement être Satoshi? Je sais que, allez, je vais commencer à Alphine. Ça fait partie des candidats. Est-ce que vous voulez peut-être préciser quelques points là-dessus, Claire? Alphine, c'est celui qui a reçu je crois que c'était 10 premiers bitcoins de Satoshi Nakamoto. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, Satoshi se les a envoyés à lui-même au début, à sa vraie identité. Et puis Alphine, je crois que ce qui fait douter certains, c'est qu'il me semble qu'il y a quelqu'un dans sa rue ou dans son quartier qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et donc il y a tout un... Comment ? Dorian Nakamoto. Ah, okay. Et donc effectivement, il y a certaines personnes qui se sont dit, il a été inspiré par le nom de cette personne pour créer un pseudonyme. Mais là encore, il n'y a aucune preuve. Et on peut se dire que Alphine, qui est décédé en 2014 d'ailleurs, n'aurait jamais voulu révéler qu'il était Satoshi Nakamoto. Mais la vérité, c'est qu'on ne le saura jamais. Si jamais c'était lui. Et du coup, sur Alphine, quand même, ce qui est assez perturbant, c'est qu'effectivement, donc il y a ce fameux Dorian Nakamoto qui habitait à côté. Alphine, apparemment, s'est fait cryogéniser. Oui. C'est quand même des choses quand même qui sont assez atypiques. Donc effectivement, en tout cas moi personnellement, ça fait partie de mes candidats préférés. C'est vrai. Mais je sais justement, c'est pour ça que je suis curieux, toi Yorick. Non, mais je trouve pas que ça soit des indices. Le fait qu'il y ait un voisin qui s'appelle Nakamoto, en fait, l'inventeur du Bitcoin connaissait Alphine, ils se connaissaient tous, c'était un petit groupe. Et donc, ce Dorian Nakamoto est un cryptographe qui travaille sur des sujets différents. Et donc, il a dû, presque sous forme de gag, emprunter le nom d'un cryptographe voisin d'Alphine. Et Alphine lui-même n'aurait pas choisi le nom d'un de ses voisins s'il avait voulu se dissimuler. Moi, je ne crois pas à l'hypothèse d'Alphine. Alphine est un personnage fascinant, extrêmement attachant, mais je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Et donc, du coup, toi, tu n'as pas de Alors, si, moi, j'ai une hypothèse. Ouais. Alors, parmi les vivants, les deux les plus intéressants, à mon avis, c'est Nick Szabo, l'inventeur de BitGold, grand théoricien de la monnaie, de la social scalability, etc. Et puis Adam Back, le patron de Blockstream, la plus grande entreprise du secteur Bitcoin, qui a exactement le profil et visiblement le genre de psychologie, le genre d'attitude, le genre de vision. Mais j'ai du mal à croire qu'en fait ça puisse être quelqu'un de vivant. Moi, je parie plutôt sur quelqu'un qui est mort. Et il y a quelqu'un qui est connu des bitcoiners, mais dont on parle beaucoup moins en général, qui est Len Sassaman, qui est un cryptographe qui est mort à l'âge de 31 ans, un mois après le message de Nakamoto annonçant qu'il se retirait. Ce Len Sassaman était très connu des cypherpunks. Il était un cypherpunk extrêmement engagé, un cryptographe de niveau mondial, qui connaissait Alphine, qui avait interagi avec tous ces gens-là, et en fait, il a donc le profil idéal. Et il est mort, en fait, dans des conditions tragiques, puisqu'il s'est suicidé. Il était dépressif, il avait visiblement des problèmes neurologiques assez graves, qui lui rendaient la vie épouvantable, mais il a trouvé la force, quand même, de travailler, de produire, d'accomplir une œuvre en cryptographie tout à fait reconnue, et peut-être Bitcoin. L'industrie crypto, on nous parle sur le Wall Street Journal, qui visiblement prend de l'importance dans les midterms, c'est-à-dire les élections à mi-mandat aux États-Unis.
Donc ça c'est bien que les cryptos deviennent un enjeu électoral. Ici vous le voyez, pareil, même chose. On parle des midterms et on nous dit que tout simplement ce qu'il est en jeu sur les midterms, c'est également le futur de l'argent, puisque la crypto devient effectivement un sujet. Je pense que des deux côtés, et des républicains et des démocrates, on a des gens pro-crypto et d'autres qui ne le sont pas. Mais principalement ici, on voit que, étant donné que l'électorat est pro-crypto, la plupart des politiciens commencent finalement à passer de ce côté-là également. L'inflation est un phénomène à inertie, tout comme la vitesse d'une voiture. Quand vous accélérez, vous mettez du temps à atteindre votre vitesse maximum, et inversement, lorsque vous ralentissez, vous ne passez pas de 130 à 80 instantanément. Ce que l'on appelle le point d'inflexion, c'est le moment où votre accélération ralentit. Une fois que le point d'inflexion est passé, vous accélérez de moins en moins vite jusqu'à atteindre votre vitesse de croisière. Eh bien, mathématiquement, avec une inflation à 10,7%, l'inflation continue d'accélérer sa hausse. C'est donc dramatique. Ensuite, sur ce graphe, vous pouvez voir d'autres courbes qui baissent. Ce sont les projections successives de la Banque Centrale Européenne dans le temps. La première, en pointillé bleu, correspond aux prévisions d'inflation de la BCE en décembre 2021. Et la dernière, la plus haute, le trait rouge fin, correspond aux anticipations de la BCE de septembre. Oui, il y a 2 mois. Depuis que le gros du phénomène inflationniste se manifeste depuis 2021, la BCE est systématiquement dans les choux sur ses projections. Donc, soit il s'agit de prévisions manipulatoires pour essayer de contribuer à faire baisser l'inflation par prophétie autoréalisatrice, soit ils sont complètement à la masse sur ce qui se passe. Je penche plutôt pour la deuxième solution car les modèles de la BCE ne prennent pas en compte l'effet d'une restriction des volumes sur l'énergie disponible, mais seulement un effet d'élasticité par rapport au prix. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce que l'on appelle élasticité, c'est le rapport entre la variation du prix et la variation de la demande. Par exemple, dans le cas des prix de l'essence et en temps normal, quel que soit le prix de l'essence, les gens achètent globalement toujours autant car ils n'ont pas le choix. Ils sont prêts à faire des compromis sur les vacances et les loisirs, mais pour le reste du temps, comme l'essence fait partie des dépenses contraintes, les gens payent. Donc un modèle basé sur le prix vous dira que pour une variation de 20% du prix, il n'y aura qu'une baisse de 10% des ventes par exemple. Du coup, vous pouvez calculer qu'en cas de hausse de 20% des prix, vous allez encaisser une baisse de 10% des ventes. Donc si l'énergie pèse 10% dans le PIB, l'impact de cette hausse sera de 10% fois 20% fois 10%, soit 0,2% du PIB. Sur une croissance de 1%, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas dramatique non plus. Aujourd'hui, en partant du principe que les prix ont augmenté de 50% après les aides à la pompe, vous vous dites que l'impact sur le PIB sera de 0,5%. C'est beaucoup, mais ça reste gérable. Le problème de ce modèle, c'est que si 5% à 10% de l'énergie disparaît du jour au lendemain, en volume, comme c'est un peu le cas avec la rupture d'approvisionnement à partir de la Russie, eh bien, ce ne sera pas la hausse des prix le problème, mais bien la récession causée par la faillite de 5 à 10% du tissu économique qui ne peut plus fonctionner car il n'a plus accès à l'énergie. Pour le dire simplement, raisonner en termes d'élasticité des prix a du sens lorsque l'on parle d'une période normale où il ne se passe pas grand-chose d'extraordinaire. Par contre, lorsque l'on rentre dans les événements rares, on assiste à une rupture de la normalité. Et là, forcément, il ne faut pas regarder l'impact des prix, mais bien l'impact des volumes. Bien sûr, c'est Didier Darcet qui a modélisé tout ça, et selon ses calculs, le risque d'une récession d'environ 4% est de 33% dans les mois qui viennent. Selon ce modèle, la profondeur de la crise va dépendre non pas des prix, mais directement de la capacité de l'Union européenne à substituer le gaz russe manquant. Et de ce côté-là, c'est pas bien brillant pour 2 raisons. La première, c'est que les USA nous savonnent la planche de leurs exportations gazières, car ils ne veulent pas exporter des quantités aussi grandes que l'UE en a besoin, au risque de mettre en péril leur propre approvisionnement. Le deuxième problème, c'est que les gazoducs avec la Russie étaient des moyens de transporter le gaz très peu cher, car très optimisés. Donc non seulement nous n'avons pas fini de manquer de gaz, mais en plus, la part que l'on doit substituer nous coûtera sensiblement plus cher. La Banque de France teste un duo CBDC et DeFi. Voilà, ça fait partie du même chose, vous voyez. La CBDC, ce sera justement une monnaie numérique. Bon, tout le monde voit ça. Est-ce qu'on pourra lier protocole de DeFi et CBDC multiples? La MNBC
est un champ d'exploitation stratégique pour les banques centrales. Celles-ci se réunissent donc autour de différentes initiatives internationales, dont Mariana. Cette nouvelle expérimentation associe la BDF, l'autorité monétaire de Singapour, et la Banque nationale suisse. C'est important tout ça. Mariana, comme l'indique la communauté de la Banque de France, vise à étudier les échanges transfrontaliers entre institutions financières, dans les potentiels MNBC en euros, francs suisses et dollars Singapour. Voilà, on voit tout ça. Vous allez lire tout ça si vous n'êtes pas au courant. Hein. C'est intéressant de voir comment tout ça avance et comment on aura les pays auront leur crypto-monnaie. Évidemment, une crypto-monnaie qui sera contrôlée, recontrôlée, contrôlée, et nous serons évidemment très contrôlés avec ça de plus en plus. Le dollar, la baisse du dollar a pas mal fait respirer plusieurs choses aujourd'hui, notamment l'or, notamment l'argent, notamment le pétrole, notamment le marché émergent. Donc ça a pas mal fait respirer beaucoup de classes d'actifs cette semaine. Alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que le dollar, ça reste quand même pas mal la valeur refuge lorsque la banque centrale reste toujours dans une politique monétaire restrictive. Donc, faut faire attention si c'est juste un retracement ou si vraiment on est en train de potentiellement entamer une tendance baissière. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Étant donné qu'au niveau du mensuel, on reste toujours, vous voyez, c'est normal, on a un excès un petit peu à aller corriger, donc ça ralentit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe que le dollar vraiment est en train de casser sa grosse tendance. Donc ça, sachant que la politique monétaire de la Fed va rester restrictive et qu'ils ont très bien dit que ça va rester restrictif. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui respirer notamment la crypto. Où on en est? Pour l'instant, il y a des choses pas trop mal qui se dessinent. Alors, des choses assez bullish. Donc là, ça fait 3 semaines qu'on fait du vert dans le marché crypto. Alors, certains diraient, oui, il y a une théorie qui dit qu'au bout de 3 bougies vertes, il y a plus de probabilité de faire une bougie rouge. Oui, c'est possible, mais bon, ça reste des probabilités que je comprends, mais c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer. Ce que je vois surtout, c'est que cette semaine, on a repris la Tenkan du système Ichimoku, qui est la moyenne du prix du Bitcoin sur les 9 dernières semaines. Donc, c'est pas mal. Plus là, on a une bougie verte illuminée. Bougie verte illuminée, ça veut dire que ça sent bon. Peut-être qu'on pourrait avoir une poussée. Alors, si tu dois retenir 2 chiffres aujourd'hui du Bitcoin, le premier chiffre, c'est ici le haut des bandes de Bollinger au 23 896. Et le deuxième chiffre, c'est les bas de la bande de Bollinger au 17 750, qui est vraiment là où on a notre bas de zone de rechargement long terme du Bitcoin. Pourquoi je dis ça? Pareil, les bandes de Bollinger sont très resserrées en weekly. Ça veut dire qu'il y aura une explosion en weekly qui va arriver. Pour avoir cette explosion, il faut ou éclater par le haut, donc la bande de Bollinger qui est au 23 950 à peu près, ou éclater par le bas de la bande de Bollinger au 17 770. Alors, ce qui est sûr, c'est que la volatilité est en train d'écraser. Comment ici il traduit la volatilité? Par cette bande de Bollinger, tu peux voir que comme ça se resserre maintenant. Et pourquoi ça se resserre? Parce qu'il se passe à peu près rien. La dernière fois qu'on a eu une volatilité qui s'est un peu écrasée, ça a été, ça a été où? Allez, pourquoi pas ici? Ça a été rare quand même en weekly d'avoir une volatilité assez écrasée, des bandes de Bollinger aussi resserrées, ça a été un petit peu rare. On en a une maintenant, je vais essayer d'en trouver une autre encore plus resserrée pour voir l'effet. Allez, là c'est pas mal resserré. On va faire ça. Ici, tu vois, c'était quand on était en février en 2020, par exemple. Tu vois, c'était assez resserré. On a fait semblant de péter par le haut. Finalement, non. C'est allé péter vers le bas avec le Cracovite. Finalement, non. Et finalement, ça a pété vers le haut. Voilà, là, c'était très comprimé ici. Et tu vois que ça a pété vers le haut. Ça fait effet ascenseur. Et en weekly, l'effet ascenseur, c'est bonjour, merci, le bull run arrive. Donc, lorsqu'on éclate les bandes de Bollinger par le haut, ça les écarte par le haut et ça fait effet ascenseur. Le prix, il est aspiré par le haut. C'est pour ça que je dis ascenseur. Et lorsque ça éclate le prix par le bas, ça fait effet toboggan. Donc une belle bougie verte qui éclate ici les 23 872, ça préfère effet ascenseur et nous propulser au 30, au 35, au 40, j'en sais rien. En tout cas, nous propulser assez haut. Et là, vraiment, on aurait beaucoup de semaines, voire plusieurs mois de vert. Ça ferait plaisir. A contrario, si on éclate avec une bougie rouge les 17 750, ça fera effet toboggan. Et là, je pense, c'est bonjour, peut-être même les 11 000, 12 000 $, tu vois. Autre métrique qui est indispensable, c'est la capitalisation boursière. Le marché a créé un top quasiment au pile poil 3 trillions.
D'accord? Donc, quand on a eu ici un 3 trillions, c'était tout simplement notre top. Donc, vous voyez que ici, la capitalisation totale des cryptos joue un rôle essentiel. Et vous voyez que on a eu un double bottom sur les 775. Donc, vous voyez qu'ici, les 775 ont servi en 2021 et ils ont servi à nouveau ici en 2022. Donc, vous voyez que c'est un indicateur pertinent. Et maintenant, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve sur le prix psychologique des 1, ce qui est du coup évidemment un niveau et un seuil important sur lequel il faut donc faire attention. Et on se trouve sous un autre point important qui est les 1,05. Et vous voyez que les 1,05 représentent le top ici en septembre. Donc c'est potentiellement la prochaine résistance auquel on fait face. Donc on est potentiellement sur des zones de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on arrive sur des zones où potentiellement peut avoir une correction qui donnera lieu soit à une évolution haussière, soit une continuation baissière. Personnellement, j'opte plus pour le premier cas de figure. Donc, la capitalisation est importante. Donc, ici, toujours regardez un peu ce qui se passe. Regardez si vous voyez des shifts importants. Le premier shift important serait, par exemple, un changement de structure sur la capitalisation qui derrière, ici, cette formation d'une tête-épaule ou autre, peu importe comment on l'appelle, serait potentiellement un signal baissier. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on continue, ce qui est plutôt bon signe. Donc maintenant, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? A priori, il est plus faible que les altcoins, que beaucoup d'altcoins. Quand on considère Sushi, que nous on a dans le collimateur depuis longtemps, XRP aussi, Sushi, vous voyez, structure haussière long terme ici, plus au sommet, plus au creux, un petit peu comme le Bitcoin ici, et vous voyez, clac, 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 ici, et qui commence à sortir en weekly, nous faire une belle structure et commencer à partir verticale. Parmi les coins qu'on surveille, il y a aussi CRV, il y a Aave, il y a LTC, et bien d'autres. Bien d'autres. Donc maintenant, tout ça, c'est de la belle structure long terme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter aveuglément la ligne verticale et buy and hold, et c'est sûr, et c'est garanti, il n'y a pas de souci et tout. Malheureusement, on arrive dans ce point de switch où, à 4 jours près, on est quand même vachement au-dessus. Alors oui, c'est bull. Oui, il y a pas mal de gens qui sont sur le côté, qui sont prêts à déployer leurs capitaux. Mais du coup, est-ce qu'une stratégie buy and hold, elle tient la route? Donc déjà, sommes-nous dans un bull market? On est dans un bear market rally. On est dans un bear market rally avec des alts qui ont une force relative supérieure au Bitcoin et un Bitcoin qui a une force relative supérieure aux indices boursiers. Mais les indices boursiers, eux, ils vont pas bien du tout. Eux, ils sont potentiellement en train de préparer une jambe baissière supplémentaire qui serait l'expression d'une crise internationale, d'une récession. Donc ce petit stand-by qu'on a eu grâce à ce rebond ici, beaucoup plus inquiétant du côté du Nasdaq parce que tous les beaux jours de la semaine ont été ravalés. Si jamais on casse vers le bas, évidemment ça pourrait enclencher quelque chose d'assez négatif sur les cryptos également. Le deuxième projet, c'est tout simplement le Puffverse. Alors, qu'est-ce que c'est le Puffverse? Si ça ne te parle pas, c'est normal, c'est un projet qui pour le coup est un petit peu moins suivi que The Sandbox. C'est tout simplement, comme ils se définissent eux-mêmes, un Disney-like Dreamland. En fait, ils vont proposer d'acheter du coup des NFT, donc qui sont les personnages du jeu. C'est une ancienne team de Xiaomi, du coup, le constructeur de téléphone, qui du coup s'est lancé un petit peu dans le Web3 et dans les NFT. Tu vas pouvoir acheter du coup des NFT qui sont du coup les petits personnages que tu vois là. Au niveau des graphismes, on aime ou on n'aime pas, mais c'est plutôt soigné, que tu vas pouvoir utiliser dans une multitude du coup d'environnements différents. C'est ce qui est expliqué sur leur light paper. Donc principalement, j'imagine des jeux, mais ils veulent également le relier à des événements plus Web 2. Tu auras également une version mobile qui sera disponible avec déjà l'alpha qui est disponible sur Android. Donc pas mal de green flag à ce niveau-là. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au Puffverse
en novembre, tout simplement parce que là, ils ont lancé les Mint Genesis. Donc les Mint Genesis, si tu n'es pas familier avec ce terme, c'est les Mint de la toute première collection. Tu en as du coup disponible sur Ethereum et également sur la blockchain. Ils viennent récemment de faire un partenariat avec la blockchain, la BSC, donc la blockchain BNB, la blockchain de Binance. Et donc du coup, tu vas pouvoir acheter tes puffs Genesis. Tu vois, ils ont déjà vendu plus de 2500 et également ils font pas mal d'événements, pas mal de concours pour pouvoir gagner en fait des tickets de loterie également et pour pouvoir même bénéficier de free mint. En fait, si tu accomplis certains challenges, tu auras des tickets de loterie qui pourront te permettre de participer du coup à la fameuse loterie et où dedans tu auras plusieurs lots à gagner dont des free mint de NFT. Sinon, tu as toujours la possibilité de payer évidemment du coup si le mint t'intéresse. Au niveau des réseaux, 64 000 abonnés du coup sur Twitter, notamment suivi par la BNB, donc c'est quand même un projet assez solide, et plus de 32 000 membres sur Discord, donc c'est quand même une communauté qui est assez active. Vous avez le projet Terre Noire qui ont des capsules qui sont des NFT mais qui sont utiles, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez mettre votre clé privée dans laquelle vous pouvez intégrer des données et la programmer en mode si elle est pas ouverte dans les les 5 années qui arrivent, tu l'envoies à telle personne et vous donnez les coordonnées. En fait, c'est un peu comme un testament mais en NFT. Après vous avez Ariani aussi, genre que j'aime beaucoup, où genre là ils font tout ce qui est traçabilité, authentification de pièces d'origine, genre une chaussure qui possède un NFT, si on achète la chaussure et que le vendeur elle a pas le NFT, du coup c'est une contrefaçon. Vous avez Carrefour qui fait des trucs avec les NFT aussi dans la traçabilité des produits. Vous avez aussi Billy qui est une billetterie ticketing blockchain, donc vous savez avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui sur la billetterie, comme les faux billets, les billets qui sont revendus à 50 personnes et au final vous pouvez pas rentrer parce qu'il a déjà été scanné, des choses comme ça. Donc ça c'est assez cool. Voilà pour les catégories. Donc du coup si je résume, on a gaming, trading card games, utilitaire, collectible, métaverse et artistique. Si vous avez Dune, c'est vraiment l'outil indispensable, c'est l'outil communautaire qui va vous permettre de créer des tableaux, différents tableaux, qui vont vous permettre de suivre l'actualité, de suivre l'avancée de certains projets, avec des statistiques qui vous permettent de connaître l'avancée d'un projet NFT. Là, par exemple, j'ai choisi Stephen, c'est quelqu'un qui l'a mis en ligne, qui a mis différents tableaux avec différentes stats. Et là, vous pouvez voir, par exemple, pour Stephen, si on regarde que, malheureusement, la crypto en question, donc le NFT, perd de plus en plus d'utilisateurs. Vous pouvez voir que les utilisateurs sont de moins en moins nombreux. Vous pouvez voir qu'il y a de moins en moins d'achats, etc., etc. Donc ça, c'est indispensable quand vous voulez faire votre choix sur un projet NFT, de savoir où en est la santé de ce projet, et Dune, ça vous permet de savoir tout ça. Donc c'est un outil communautaire, donc vous aussi vous pouvez participer et créer votre propre tableau. Mais si par exemple vous cherchez un NFT en particulier, par exemple je vais taper Des Gods, donc là par exemple vous avez une analyse du Dust, mais vous pouvez avoir des analyses un peu plus poussées. Donc là vous pouvez avoir accès à plein d'informations que les gens rajouteront et vous pourrez voir un peu l'avancée du prix, le cours du prix, etc. Sur Dune, c'est toutes les blockchains qui sont prises en compte, donc vous pourrez accéder à des collections NFT qui sont sur Aptos, sur Ethereum, sur Solana. Mais si par exemple vous voulez suivre des NFT en particulier sur le réseau Solana, je vous conseille Solana Floor qui va vous permettre de suivre le cours de différents NFT sur le réseau Solana. En ce moment, pardon les amis, en ce moment il y a le Solana Game X-Day Game, je sais plus comment il s'appelle, c'est à Lisbonne si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Et en tout cas c'est en Europe et c'est Solana qui font un grosse exposition, tu vois, gros week-end, plusieurs jours même. Et bien sûr il y a Star Atlas qui a été là, qui a leaké énormément de choses et ça fait plaisir parce qu'en fait ils sont bien plus avancés qu'ils nous l'ont montré. Ça fait extrêmement plaisir, c'est magnifique, tu peux voir. Donc Star Atlas qui était un invité d'honneur par Solana eux-mêmes, parce que d'habitude les autres ils devaient payer pour y aller, mais Star Atlas c'est genre tapis rouge, venez s'il vous plaît, tout ça. Et donc ils ont leaké plein de vidéos, plein de super trucs et tout. Et donc c'est super parce que Star Atlas finalement ils sont bien plus avancés qu'ils nous l'ont fait croire, et ça c'est extrêmement rare. D'habitude on fait croire qu'ils sont avancés mais tout le monde est en retard, eux finalement ils avancent, un truc de fou et c'est splendide ce qu'ils font, c'est splendide. Donc ça fait très plaisir, c'est pour ça que Solana est en train d'exploser là aujourd'hui, plus 10, plus 15, hier ça a été pareil parce que Solana présente des super trucs pendant ces jours spécial Solana Game Day ou Solana Day, voilà, donc c'est pour ça que ça pète. L'industrie du sport représente aujourd'hui près de 390 milliards de dollars.
Un chiffre qui donne le tournis, d'autant que depuis 2015, ce marché croît de 3,4% par an. L'argent coule à flot et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Prenons Cristiano Ronaldo. Avec ses 458 millions d'abonnés Instagram, la star du foot mondial facture chacun de ses posts Instagram 2 millions de dollars. Mais ce n'est pas le seul à crouler sous le cash. Conor McGregor, le trublion de l'UFC, ou LeBron James, la star des Lakers, dépassent tous les deux 130 millions de dollars de revenus par an. Les leaders du marché crypto se livrent une bataille sans merci pour être sur le devant de la scène sportive. Crypto.com, par exemple, a dépensé 175 millions de dollars pour devenir le sponsor officiel de l'UFC. La plateforme d'échange en a aussi profité pour renommer le célèbre Staples Center en Crypto.com Arena. Le prix, 700 millions de dollars. Plus récemment, c'est la plateforme Binance qui annonçait en grande pompe un partenariat exclusif avec la star portugaise du football, Ronaldo. Le sport et les cryptos sont deux industries qui sont faites pour s'entendre. Mais au-delà du sponsoring, la technologie blockchain a beaucoup à apporter au monde du sport. Comment la blockchain pourra-t-elle révolutionner la billetterie ? Qu'est-ce que la tokenisation des athlètes ? Comment les NFT pourraient-ils remplacer les cartes de collection ? Comment les fan tokens pourraient-ils améliorer l'expérience des supporters ? On répond à tout dans cette vidéo. Très mauvaise nouvelle pour le studio du coup Mythical Games qui licencie 10% de ses employés. Je crois qu'ils ont un peu plus de 350 employés à la base, donc ça veut dire qu'il y a environ 30 bonhommes qui sont partis. Et pour rappel, du coup, Mythical Games, en fait, qui c'est ? Ce sont les gens qui sont derrière le jeu Blancos Party. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui connaissent, c'était le premier jeu qui est arrivé sur l'Epic Games. Et forcément, il y a une grosse hype autour de ça. Les gens, le jeu marche très très fort. Et malgré ça, avec le contexte actuel, ils doivent licencier 10% des gens. Donc du coup, ça fait un petit peu flipper. Mais je trouve quand même que ça reste un bon projet et un bon studio de gaming. Les mondes de l'Artelium sont divisés entre deux grandes civilisations, les Arcantes et les Mantris. L'ordonnateur, le chef de l'exécutif des Mantris, est en difficulté après quelques échecs politiques. Il décide de rendre visite à sa sœur, Satine, qui végète dans une sorte de coma. Le premier cadeau que lui offre Satine, c'est le silence. Même coupé de son site, l'ordonnateur perçoit toujours l'agitation de Mantris, ses ondes vibrillonnant à la frange de l'audible. Fermer les paupières ne suffit pas à s'isoler de la lumière du monde. Mais ici, dans la cachette de sa sœur, une véritable quiétude règne. Le silence qui nappe les lieux est doux, épais, plein de tiédeur, aussi délicieux qu'un miel de contrebande venu d'Arcante. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.